La dernière fois, on avait parlé de l'architecture de .NET Core, principalement. euh, donc, on avait parlé de l'architecture, donc l'historique des choses, donc on a parlé de tout ça. Et après, on a vu comment créer une application, une simple application console, une application, comment configurer une application web, MVC. Donc, on va essayer de travailler juste sur un exemple d'application, donc voir comment gérer les associations entre les entités. On va prendre un cas et en même temps comment mettre en place une API REST principalement. Donc, on va essayer donc de voir l'exemple d'application. Donc, on va utiliser une base de données, une memory, database toujours, l'entity framework. Et après, on va utiliser, donc on va mettre en place une application web MVC. D'abord, MVC côté serveur en utilisant des contrôleurs, c'est-à-dire en utilisant donc MVC, des contrôleurs et un moteur de template qui est Razor. Et également, on va mettre en place des API REST donc, pour vous donner la possibilité de développer la partie front-end, principalement avec, bien sûr, un framework comme Angular ou autre chose. Alors, l'exemple qu'on va prendre, on va prendre le cas d'une association One2Many. Parce qu'en fait, il faut savoir comment gérer un peu des associations comme ça. Alors, j'ai une application qui permet de gérer des produits appartenant à des catégories. Donc, un produit appartient à une catégorie contient plusieurs produits. Donc, ça veut dire que au niveau du mapping, donc vous allez créer deux entités. Donc, il y a l'entité produit et l'entité catégorie. Alors, comment mapper les associations? Donc, premièrement, produit, c'est une entité qui est associée à la table produit. Il est défini par son identifiant. Alors ça c'est, comme je disais parfois, en fait les annotations ou bien les labels ne sont pas obligatoires. Table, si vous ne le mettez pas par défaut, il va prendre le même nom que la classe. Donc le fait qu'un attribut se termine par ID, bon, c'est suffisant pour qu'il comprenne qu'il s'agit d'un identifiant. Donc ça c'est la notion de convention qu'il va utiliser. Sinon, vous utilisez la notation key pour spécifier la clé primaire ou bien l'identifiant. Vous avez donc la désignation, le prix, mais après vous avez un produit appartient à une catégorie. Donc un produit appartient à une catégorie. Ok? Alors, sauf que généralement, les associations, les attributs des associations, on les déclare virtual. Alors, si vous vous rappelez, on a déjà parlé en fait, quand vous avez des associations, vous avez deux modes pour gérer les associations par les frameworks. Il y a le mode lazy, n'est-ce pas? Ce qu'on a le lazy loading, et le mode eager. Alors, généralement, si vous voulez travailler en mode lazy, ça veut dire que à chaque fois que vous chargez un produit, il ne va pas charger automatiquement la catégorie. Donc il va la charger si vous le souhaitez. Si vous lui dites charge-moi la catégorie avec le produit, il peut le faire. Donc on va voir comment lui demander ça. Mais sinon, par défaut, quand vous lui demandez de charger un produit, il ne va pas charger la catégorie. Alors si vous voulez travailler en mode lazy, c'est-à-dire lazy loading, vous utilisez virtual. Donc le fait d'utiliser virtual, c'est-à-dire, en fait, il va le considérer comme étant, c'est-à-dire le mode lazy. Alors, mais il y a la clé étrangère. Alors en fait, la clé étrangère, donc c'est un attribut à part, c'est-à-dire que ça, on n'a pas l'habitude de le faire dans GPA, parce qu'en fait, dans GPA, on utilise la notation de joint colon, n'est-ce pas, dans laquelle on spécifie la clé étrangère. Alors ici, donc, avec Entity Framework, donc quand vous créez un objet produit, vous spécifiez un attribut catégorie ID qui représente la clé étrangère, parce qu'en fait, dans la base de données, il va créer une colonne qui s'appelle catégorie ID. Alors ça c'est la première particularité. Alors côté catégorie, donc vous utilisez donc vous déclarez donc catégorie ID, le nom de la catégorie, et la même chose, une catégorie contient une collection de produits. Donc une collection de produits, donc forcément la même chose ici, on va utiliser virtuel, c'est-à-dire il va fonctionner en mode
lazy. Donc ça c'est le principe. Alors quand vous travaillez, quand vous utilisez le mode lazy, principalement, donc vous pouvez, par exemple, si vous avez un objet dbContext, si vous dites dbContext.produit, donc ça va permettre de charger par exemple tous les produits. Mais après, si vous voulez lui demander, quand tu charges le produit, charge-moi avec la catégorie, n'est-ce pas? Si vous souhaitez qu'elle charge la catégorie avec le produit, donc on va utiliser include. Donc à chaque fois que vous lui demandez des produits avec include, vous lui dites avec l'expression p.catégorie, donc c'est une expression lambda. Ça veut dire que c'est comme si vous dites à Entity Framework, quand tu charges un produit, inclus-moi la catégorie dans ce produit. Mais si vous ne le faites pas, il ne va pas la charger. C'est clair? Donc ça c'est les mots-clés, include, virtual. Alors on va essayer donc de voir, donc créer une application. Alors je vous rappelle que pour créer une application, donc on va travailler sur ligne de commande. Je crée un dossier donc Core 3. Alors je vous rappelle que pour créer un projet, donc c'est une manière de synthétiser. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la commande .NET New. Alors si vous utilisez help, vous pouvez avoir les options. Alors, donc quand vous créez un projet, on a déjà vu comment créer un projet console, un projet web, etc. Maintenant, on va créer un projet directement MVC. Donc la dernière fois, on avait créé un projet web, mais on a pris du temps de le configurer pour créer une application basée sur MVC, n'est-ce pas? Alors maintenant, on n'a plus besoin de faire toute cette procédure. Pourquoi? Parce que si vous mettez le modèle MVC, il vous crée un projet prédéfini qui est prêt à être utilisé et dans lequel vous pouvez ajouter vos contrôleurs, vous ajoutez les views d'une manière relativement simple. Donc je vais utiliser donc MVC comme modèle, c'est-à-dire new MVC et après output, il va me créer un dossier que je vais appeler catalogue app. Bien, le projet est créé, donc je vais me positionner dans le projet et après je vais l'éditer avec Visual Studio Code comme la dernière fois. Donc ça c'est le projet qui est créé, donc là il a détecté qu'il s'agit bien d'un projet C#, yes, il va le configurer. Alors, donc nous avons dans cette application, donc on va, si vous voulez la tester, terminal, donc on va directement écrire .NET Run. Alors le premier démarrage, ça prend un peu de temps, mais après c'est plus rapide. Alors peut-être j'ai... Oui, c'est bon. Donc en attendant, donc ici notre projet, notre fichier CS proj, oui. Donc, pour le moment, il n'y a pas
de dépendances particulières qui sont ajoutées, sauf qu'on est basé sur le SDK, .NET SDK Web. Et si on regarde un petit peu notre fichier programme, notre fichier startup, ben on trouve qu'il va configurer principalement, il va ajouter donc le service Add Controllers with Views. Donc c'est-à-dire c'est le service qui configure, c'est-à-dire en fait, le MVC. Donc dans les anciennes versions, on utilisait Add MVC, c'est ce que nous avons fait la dernière fois, je crois, n'est-ce pas? Alors dans ces nouvelles versions, c'est-à-dire dans .NET Core 3, donc au lieu d'utiliser Add MVC, on utilise Add Controllers with Views. Pourquoi? Parce que dans .NET Core 3, il y a la possibilité de créer des applications web en utilisant MVC. Il y a également un nouveau modèle qui s'appelle Pages Model, qui peut être utilisé, qui est basé sur le modèle MV, modèle View Model, MVVM. Okay? C'est pour cela que on peut faire la différence comme ça. Donc vous utilisez, vous le gardez, on va le laisser comme ça, donc Add Controls with Views, et après vous avez une configuration basique qui est faite. En fait, cette configuration, on l'a déjà traitée la dernière fois. Alors bon, et il a démarré depuis tout à l'heure. Donc, alors vous allez juste remarquer une chose par défaut ici. Il utilise, voilà. Vous avez ici dans la configuration, vous avez app use HTTPS redirection. Donc c'est-à-dire que si vous ajoutez ça, ça veut dire que quand vous demandez une requête avec HTTP sur le port 5000, automatiquement il va vous rediriger vers HTTPS sur le port 5001. Donc c'est-à-dire qu'il est prêt, si vous voulez configurer votre projet avec HTTPS, donc pour un accès HTTPS, donc il suffit d'utiliser donc ce middleware, donc de le configurer au démarrage. Alors en tout cas, si vous testez, donc vous allez utiliser le localhost 5000. Alors d'ailleurs, vous allez voir que, bon, en principe, on est sur HTTPS 5001, mais si vous le faites la première fois, il va vous demander, voilà, il y a le certificat et il faut valider comme quoi, est-ce que vous êtes sûr que, est-ce que vous êtes conscient de, c'est-à-dire de cette opération-là. Donc ici, peut-être si je lance sur un autre navigateur, on peut voir ça. 4500. Voilà, c'est ça. Donc c'est une connexion protégée. Il faut, voilà, je comprends les risques, etc. Oui, ok. C'est à ce moment-là qu'il va rediriger vers HTTPS. Donc ça, c'est quelque chose qui va être demandé au départ. Sinon, si vous voulez garder, si vous voulez travailler toujours en mode HTTP, alors qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, vous supprimez cette ligne, vous la mettez en commentaire. C'est bon? Bien, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va créer une application dans laquelle on va gérer des entités. Donc je vais commencer d'abord par créer une entité produit que je vais gérer. Et après, je crée l'entité catégorie. Alors pour cela, pour travailler avec Entity Framework, il y a des dépendances qu'on doit ajouter. Alors la dernière fois, j'en ai déjà parlé. Alors quelles sont les dépendances qu'on devrait installer? Est-ce que vous vous rappelez? Il y a Entity Framework, Core, n'est-ce pas? Il y a également, il y a In-Memory. Parce qu'en fait, on va utiliser une base de données Entity Framework In-Memory. Donc, je vous rappelle que si vous voulez trouver les dépendances, NuGet, NuGet Package, NuGet Entity Framework Core 3. Donc là, comment c'est ça? Donc c'est
c'est .NET Add Package Microsoft Entity Framework Core 3 et la version, on va utiliser la version de 3.0.1 comme la dernière fois, 3.0.1. 3.1.0. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé ici? C'est la version 3.1.0. Alors, donc on va utiliser .NET. Alors, je prends tout ça. « 3.1.0 », c'est ça? Voilà, c'est la version 3.1.0. Donc .NET Add Package Entity Framework Core version 3.1.0. Ça c'est la première des choses. Et la même chose avec .NET Core .in memory. In memory. Voilà, faites la même chose. In memory. Vous pouvez retrouver facilement sur le site de NuGet Package. NuGet. Donc c'est bien ça, .NET Core in memory. Toujours la version 3.1.0. Bon, les dépendances sont installées. Donc voilà les deux dépendances qu'il faut ajouter. Donc il y a Entity Framework Core et Entity Framework Core .in memory. Donc je vais utiliser une base de données mémoire comme la dernière fois. Bien. Ensuite, alors pour configurer Entity Framework, comment on le fait? Alors pour configurer Entity Framework, nous avons dit qu'il faut, voilà, ça se passe dans Configure Service ici. Donc c'est un service qu'il faut ajouter. Donc services .add dbContext. dbContext, on va créer une classe qu'on va appeler myDbContext. Plutôt myRepository si vous voulez. Catalogue repository. Catalogue db repository. Et après, donc, ça, on va le configurer, donc, les options. Voilà. Alors, pour faire ça, donc, options. Alors, pour configurer ça, donc, nous avons d'abord besoin de créer cette classe, la classe de, on va dire, générer la classe catalogue db repository. Alors, pour configurer les outils de persistance, comme j'ai expliqué la dernière fois, donc vous créez une classe qui hérite de la classe dbContext. Alors, il faut importer dbContext de Entity Framework Core. Et ensuite, vous avez besoin, au niveau du constructeur, donc catalogue alors le constructeur catalogue repository, vous ajoutez ces options, plutôt c'est dbContext options, et vous faites appeler le constructeur de la classe parente, c'est-à-dire base options. Alors c'est tout ici. Donc ça c'est l'unité de persistance qu'on va utiliser.
Et après, on va la compléter. Alors, je reviens au fichier startup. Alors ici, donc, qu'est-ce que je vais faire là? Donc, pour les options, donc, je vais utiliser options.use in memory database. Alors, c'est juste si vous voulez avoir l'intelligence, il faut importer des packages. Donc, il y a Microsoft.Entity Framework Core d'abord. Également, Microsoft Entity Framework .in memory. Ça, c'est les namespaces qu'il faudrait importer. Alors, ici, donc, si vous mettez ici normalement options, use, vous trouverez in memory database. Et on peut spécifier le nom de la base de données. Je vais l'appeler DB catalogue par exemple. DB catalogue. Ça, c'est le nom de la base qui va être créé. Alors bref, donc voilà ce que je viens d'ajouter. Donc ça, c'est le code qu'il faudrait ajouter si vous voulez configurer Entity Framework. Alors maintenant, nous allons maintenant, je vais créer d'abord les entités, produits et catégories. Donc, on va gérer d'abord, je suppose que je vais gérer des catégories d'abord. Je vais créer la classe catégorie. Alors, je vais la créer dans le namespace model, new file, category.cs. Alors, namespace. Mon projet s'appelle catalogue app.models, ça c'est le namespace. Public class catégorie. Et on va définir les propriétés propres. Alors d'abord nous avons catégorie ID de type int. Nous avons la propriété qui est de type string, name, catégorie name. Pour le moment. Alors bien sûr, si vous voulez mapper l'entité, normalement il faut utiliser ici quelle annotation? Table. Alors l'annotation table, si vous voulez l'utiliser, il faut importer le namespace data annotation schema. Et après ici table, entre parenthèses, catégorise par exemple. Alors sinon par défaut donc par défaut il va utiliser le même nom que la classe, ça on l'a dit. Pour l'identifiant, on va utiliser la notation key. Alors la même chose, il faut importer le namespace component model data annotations. La même chose, vous n'avez pas besoin de le faire du moment que votre attribut se termine par ID. Alors pour le moment c'est ça. Alors on crée donc une entité produit. Maintenant pour gérer donc les produits, donc on va vers notre unité de persistance qui est la classe qu'on a créée. Comment il s'appelle déjà? Repository. Catalogue DB Repository. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer une collection, une propriété de type DB7. DB7. Alors DB7 de produit. Plutôt c'est catégorie. Alors, catégorie, donc il faut l'importer. Et DB7 également, il faut importer. Non, on a déjà fait, pas de problème. Ici, donc, je vais l'appeler catégories.
catégories. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est la collection qui contient si vous voulez, c'est notre repository maintenant. Dorénavant, on va utiliser categories, donc pour ajouter, supprimer, rechercher, tout ce qu'on peut faire, on peut le faire à travers ça. Et après, c'est Entity Framework qui va faire le mapping objet relationnel. Alors, maintenant, une fois qu'on a fait ça, nous allons passer à créer une API REST pour les catégories. Donc, on va essayer de faire ça progressivement. Alors, pour créer une API REST ou bien un web service RESTful pour gérer les catégories, d'accord? On va dans le dossier controllers, par exemple, ici. Donc, vous avez déjà un contrôleur qui est créé, un contrôleur MVC par défaut qui est créé. Donc, ça, c'est un exemple d'une application MVC très simple. Bon, ici, donc, je vais créer mon contrôleur, un autre contrôleur, new file, que je vais appeler catégorie rest controller.cs. Alors, namespace. Je suis toujours dans le projet catalogue app.controllers. Je crée la classe, comment il s'appelle, catégorie rest controller, et c'est une classe qui va hériter de la classe controller. Ça, c'est les contrôleurs généralement. Controller. Il faut l'importer. Donc, c'est ASP.NET Core MVC. Et après, on va ajouter donc, voilà. Ici, donc, nous aurons besoin d'utiliser notre unité de persistance. Donc, je déclare la propriété qui est de type catalogue DB repository. Catalogue DB repository. Ça, c'est, si vous voulez, ça, c'est notre repository. Donc, c'est catégorie repository. Catégorie repository. Catalogue repository. Et pour faire l'injection des dépendances, donc je le disais la dernière fois, il faut le faire via le constructeur. Alors le constructeur, donc on va utiliser, donc on va déclarer catalogue DB repository. Donc ici repository. Et vous utilisez 10.catalogue repository égale repository. Pour ça, c'est pour l'injection des dépendances. Est-ce qu'on est... Il y a quand même quelque chose qui cloche parce qu'on devrait normalement... Non, on est dans le... Oui, dans le namespace par défaut. Donc, catalogue DB repository, oui. Parce qu'en fait, on ne l'a pas mis dans un namespace particulier, on est dans namespace, voilà, par défaut. Donc, on ne l'a pas spécifié, donc pas de problème. C'est clair? Alors, maintenant, si vous voulez, par exemple, consulter une liste de catégories, par exemple, on va utiliser public enumerable. Alors, faites les collections. Pour les utiliser, il se trouve dans le namespace system.collections. Comme ça, vous pouvez importer, plutôt utiliser enumerable. Enumerable de quoi? De catégorie, une collection. Catégorie. Liste catégorie. Ici, il faut importer
namespace. Également pour catégorie, il faut importer le namespace. Alors logiquement, ici, donc, pour pouvoir retourner la liste des catégories, on va utiliser directement return mon repository catalogue repository. J'accède à la collection catégorie et c'est tout. En fait, ça me permet de retourner une collection de catégories. Donc rappelez-vous, donc, dans la classe catégorie repository, nous avons utilisé une collection catégorie de type DB7 de catégorie. Donc c'est-à-dire ici, ça permet donc de consulter tout ça. Mais pour pouvoir accéder, c'est-à-dire à ces fonctions-là, donc on va créer, donc on va utiliser des annotations. D'abord, pour pouvoir accéder à ce service, à cet API REST, donc on va utiliser l'annotation route. Bon, c'est une annotation dans laquelle on va spécifier quelle est la route qu'on va utiliser pour accéder à cet API. Donc on va utiliser /API par exemple, /categories par exemple. Ça c'est pour cet API REST. Cette méthode-là, pour y accéder, on va utiliser la notation HTTP GET. Si on envoie une requête HTTP GET sur /API categories, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la liste des catégories. Alors je fais la même chose pour post. Donc je vais ajouter, pour pouvoir ajouter une catégorie, donc je vais retourner un objet de type catégorie, save. Il va recevoir un objet catégorie comme paramètre et on va utiliser directement l'objet voilà, catalogue repository. Alors catalogue repository point categories point add. Je vais ajouter la catégorie. Mais je l'ai dit la dernière fois, donc quand vous ajoutez, vous faites les modifications, il ne faut pas oublier d'utiliser save changes. Donc catalogue repository. Faire attention pour ne pas faire la confusion entre catalogue DB repository et catalogue repository. Si vous voulez, donc je vais mettre ça en minuscule, comme ça on peut. Parce que ça c'est l'objet, ça c'est la classe. Donc catalogue DB repository point save changes. Donc j'enregistre et je retourne. Je vais retourner la catégorie qui est enregistrée. Mais pour accéder à cette méthode-là, donc je vais devoir utiliser une HTTP post. Voilà. Alors ça c'est un début de l'API, donc on va la compléter. Mais pour cela, donc je vais redémarrer. Je vais m'assurer que tout est enregistré. Je redémarre mon serveur. J'arrête d'abord. .NET Run. Alors généralement quand il y a des problèmes, donc on peut les voir au démarrage. Alors ici il n'y a pas de problème. Directement je peux aller ici. Donc HTTP localhost 5000. Je suis redirigé automatiquement vers 5001. Alors maintenant ce qui m'intéresse c'est quoi? C'est /API /categories. Alors c'est donc je vois la liste des catégories qui est vide pour le moment. On n'a pas ajouté des catégories. Donc je vais lancer
un outil comme Postman ou bien Advanced REST Client pour ARC. Donc Advanced REST Client, donc pour pouvoir donc tester mon API REST. Alors voilà ce que je vais faire. Donc je vais envoyer une requête sur HTTPS cette fois-ci. Donc HTTPS localhost 5001 directement API/categories. Alors si vous envoyez un post, il faut envoyer les données de l'objet. Alors j'ai oublié quelque chose ici. Alors d'après vous, qu'est-ce que j'ai oublié? From body, très bien. Alors ici donc j'ai save. Alors ici donc j'ai une catégorie, mais il faut lui indiquer que la catégorie, il devrait la récupérer à partir du corps de la requête en format JSON. Donc je vais utiliser la notation from body ici. Je relance ça. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, j'envoie une requête et dans body, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais envoyer les informations sur la catégorie. Alors, ici, donc, pour moi, pour la catégorie, je vais spécifier que le nom de la catégorie. J'ai le champ name égale, par exemple, ordinateur. Sent. Pas de problème, ça passe. Je vois déjà le résultat qui est retourné. Donc, il me retourne l'objet catégorie. Je vais ajouter une deuxième catégorie imprimante. Je consulte maintenant la liste des catégories. Donc, je vois bien catégorie, voilà, ordinateur imprimante. On voit bien que le ID il est auto-increment par défaut. Donc, vous n'avez pas besoin de lui spécifier ça. Donc, il le fait par défaut. C'est clair? Alors, juste pour éviter à chaque fois de saisir, si vous voulez, des données, on pourrait par exemple au démarrage remplir la table par des données. Alors pour faire ça, comment on peut le faire? On peut le faire, on va créer une classe. Une classe par exemple dans... On peut créer un dossier un folder service par exemple, ça c'est new file, un dossier, c'est pas dans controllers. Alors je suis dans la racine service par exemple. Dans le dossier service, je vais créer un fichier new file que je vais appeler database DB initializer par exemple. DB init. .cs. Alors namespace catalogue app.service. Ça c'est. Et après ici, donc je vais utiliser une classe public qui est statique, classe db init. Alors dans db init, je vais juste définir une méthode statique, public static void init, init data par exemple. Alors pour initialiser, c'est quoi ça? Il n'y a pas de parenthèse ici. Alors pour initialiser les données, donc j'ai juste besoin de lui transmettre un objet de type catalogue db repository. Catalogue db repository. Donc ça c'est catalogue db. Une fois que j'ai ça, je vais ajouter des catégories. Point catégorie par exemple, point save, point add. Alors je vais ajouter une catégorie, new catégorie. Alors new catégorie. Alors je vais initialiser les attributs de catégorie.
Alors ici, catégorie se trouve dans modèle, donc c'est normal. Ici, on va utiliser donc using catalogue app.models. Donc new category, name directement, égal, ordinateur. Ben, je fais la même chose, donc imprimante. Alors sans oublier quoi? DB changes. Save changes. Alors ça c'est juste une méthode statique. On va l'appeler où est-ce qu'on va l'appeler? Au démarrage. Alors pour l'appeler au démarrage, donc on va vers le dossier startup.cs. Je sais que startup il va appeler d'abord la méthode configure services et après il va appeler la méthode configure. Et donc configure, donc il va faire tout ça. Une fois qu'il termine toute sa cuisine, donc je vais lui demander d'appeler cette méthode-là pour initialiser. Alors la classe s'appelle dbinit. dbinit. On va l'importer. Et après, on va appeler la méthode initData. Mais initData, qu'est-ce qu'on va lui transmettre? On va lui transmettre l'objet, un objet de type catalogue DB repository. Et pour cela, on va l'injecter ici directement dans la méthode configure, ici, virgule, catalogue DB repository, catalogue DB repository, catalogue DB. Voilà. Alors vous l'injectez et ici donc vous faites ça, initData avec catalogue DB. Pour ça, si vous voulez, l'une des solutions que vous pouvez utiliser, si vous voulez faire l'initialisation, vous pouvez créer une méthode statique que vous appelez à ce niveau-là. Et si vous pouvez lui transmettre des objets que vous récupérez à partir des services, principalement en les injectant dans les paramètres comme paramètres de cette méthode-là. Alors on va regarder, est-ce que ça va marcher? D'ailleurs, si vous voulez tester dans la classe dbinit, on va juste afficher ici un message console.log. Mais pour utiliser console, il faut utiliser using system namespace. Donc console.writeLine data initialization. De préférence, bien sûr, d'injecter, d'utiliser de loguer au lieu de faire des systèmes comme ça, d'utiliser le logger. Donc vous pouvez l'injecter de la même manière. Alors on va enregistrer. On redémarre. Et en principe, au démarrage, si tout se passe bien, vous allez voir ici. Je ne sais pas si vous voyez le message. Elle est là. C'est DB Initialization. C'est-à-dire qu'au démarrage, en principe, ça veut dire que l'opération s'est exécutée. Donc si vous allez directement vers catégorie, donc vous voyez bien que vous avez les catégories. Donc sachant qu'il s'agit bien de in-memory database, c'est-à-dire à chaque fois que vous redémarrez, les données sont effacées. Alors, je continue d'abord sur l'API de catégorie. Alors, pour consulter une catégorie, donc je vais utiliser HTTP GET. On va utiliser HTTP GET, mais avec un paramètre, un path param si vous voulez, entre accolade ID.
Alors ce qui fait ici, donc je vais appeler la méthode getCat, catégorie. Il reçoit un int ID. Donc ce ID là, ça représente ce que je reçois dans le path, c'est le path param si vous voulez, ou bien path variable. Ici donc je vais retourner une catégorie. Ça marche. Ici donc pour pouvoir retourner la catégorie, je vais utiliser catalogue repository categories point first or default. First or default. En fait, first or default, donc pour l'utiliser, il faut importer link using system link. Et après, donc ici, c'est une expression régulière. Ici, ça c'est la catégorie. C'est une expression lambda, pardon. Donc catégorie, donc je vais utiliser C point. La condition c'est quoi? C point catégorie ID égale ID. Ça c'est la condition qu'on va satisfaire. Donc c'est-à-dire, je vais retourner une catégorie. C'est quoi la condition? C'est catégorie ID égale ID. Alors pour la mise à jour, update, donc je vais utiliser un HTTP put. Je récupère la catégorie, mais cette fois-ci HTTP put je dois envoyer le ID de la catégorie sous forme d'un path param. Donc ID, je récupère ce ID. La même chose, donc je récupère la catégorie. Donc catégorie que j'ai récupérée, point catégorie ID égale ID d'abord. Et après je vais mettre à jour la catégorie. Pour cela je vais utiliser la méthode update. Update catégorie. C'est tout. Et la dernière c'est delete. Alors pour supprimer une catégorie, donc on va utiliser HTTP delete ID toujours. Alors j'ai besoin juste de récupérer le ID sous forme d'un path param, path variable. Alors pour supprimer, je dois d'abord chercher la catégorie avec de la même manière ici. Donc je déclare une catégorie égale à ça, égale catégorie repository.categories first or default. Je vais chercher d'abord la catégorie, après je vais la supprimer en utilisant catégorie repository catalogue repository.delete bien remove. Je vais supprimer l'objet catégorie. Et je fais un save data changes. Save changes. Et ici, donc, je ne vais pas retourner la catégorie, je vais créer une méthode de devoid ou qui va retourner un booléen, je ne sais pas, bon, void par exemple. Voilà, donc ça c'est notre API REST. Donc je vais enregistrer tout ça. Je redémarre mon serveur. Je teste. Donc ça c'est pour la catégorie. Maintenant, après, je vais ajouter les produits, voir comment gérer l'association. C'est ce qui m'intéresse dans cet exercice ici. Alors j'ai la liste des catégories, donc il n'y a pas de problème. J'ajoute une autre catégorie, par exemple moniteur. Bon, il est ajouté. Pas de problème. Je vais supprimer la deuxième catégorie. Je vais mettre à jour la catégorie numéro 3. Pour cela, je vais utiliser un put. Donc catégorie /3, ID c'est 3. Et je vais lui demander de dire, voilà, au lieu de imprimante, je vais mettre printers.
La mise à jour c'est effectué sans problème. Ici, je vois bien printers ici. Quoi d'autre? Supprimer la catégorie numéro 3. Delete la catégorie numéro 3. C'est bon. Actualiser et les supprimer. Si vous voulez consulter une catégorie, vous mettez /1 par exemple. Vous avez la catégorie 1. Alors ça c'est pour l'entité, une seule entité avec son APRS, donc ça c'est le principe. Maintenant je vais ajouter des produits. Maintenant il y a des associations entre les produits et les catégories, donc c'est ce que je vais faire. Alors dans modèle, je vais ajouter un nouveau fichier product.cs. Product.cs. Alors, namespace, toujours catalogue app. Quoi? Models. Public class product. Alors, la même chose, donc, des propriétés, principalement product ID, string name, getSet, et le prix par exemple. Alors prop tabulation. Alors le prix de type table. Et après, un produit appartient à une catégorie. Donc, catégorie. Alors, vous voyez, catégorie, mais après, nous avons dit que ici, on va utiliser le mode lazy. Alors, pour travailler en mode lazy, donc on va ajouter ici virtual. Il faut importer catégorie, donc normalement, oui, c'est bon. Catégorie n'est pas valide pour cet élément. Alors, virtual. Alors, la clé étrangère. Donc, vous allez utiliser donc public. La clé étrangère, donc c'est quoi? C'est catégorie ID, n'est-ce pas? Int. Alors en fait, il faut que ce soit une propriété, d'accord? Parce que sinon, public getSet. Public, il est en double. Alors la remarque qu'il m'a fait tout à l'heure virtuel, juste parce que ça doit être une propriété. Donc ici, donc j'ai un produit appartient à une catégorie et j'ai bien sûr la clé étrangère. Donc c'est une propriété également que je déclare. Ici, c'est catégorie ID. Voilà. Alors si vous voulez, vous pouvez utiliser la notation foreign key. Foreign key, c'est ici, c'est pas ici. Non, je fais n'importe quoi. Ici un exemple. Alors, produit sur catégorie. Mais il faut spécifier le nom de la clé étrangère, tout à fait.
Alors ici donc catégorie, voilà ici. Donc sur le, je vais utiliser donc foreign key, entre parenthèses, le nom de la clé étrangère c'est catégorie ID. Alors c'est vrai, bon, on n'a pas besoin ici de spécifier table, j'ai pas spécifié key, bon, c'est par défaut donc il va on en a déjà parlé, c'est plutôt dans .NET, c'est convention plutôt que configuration. C'est-à-dire si vous respectez les conventions, généralement vous n'avez pas besoin d'ajouter des annotations pour lui apporter des précisions. C'est bon? Alors maintenant, qu'est-ce qui manque? Il nous manque, dans notre cas, nous avons une association bidirectionnelle. Je vais également revenir vers catégorie. Donc un produit appartient à une catégorie. Okay. Et une catégorie contient plusieurs produits. Property, c'est une collection. E-collection. Alors la collection, c'est dans le namespace system.collections. Donc, e-collection, de quoi? Produit, product. Ici, on va l'appeler products, getSet. Et après, on va ajouter virtual. Alors, on va juste importer le namespace collection générique. Et également, oui, c'est bon. Alors, virtual, donc, c'est-à-dire que je vais travailler en mode lazy loading. Save all. Alors maintenant, dans mon DB context, c'est-à-dire catalogue DB repository, je vais devoir ajouter également une autre collection DB7. DB7 cette fois-ci product. Product. On va l'appeler products getSet. Alors maintenant, on a déjà utilisé donc cette collection pour gérer la persistance des catégories. Maintenant, on va ajouter donc cette collection DB7 de produits pour gérer la persistance des produits. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais maintenant faire la même chose. Je crée une API REST pour les produits. Je vais juste faire un copier-coller. Donc je prends catégorie REST controllers. Je vais faire copier-coller. Je vais dupliquer. Je le renomme. Rename. Alors je l'appelle product REST controllers. Voilà. Et après, on va changer ce qu'il faut changer ici. Qu'est-ce qu'on va changer? Donc, d'abord, le nom de la classe. Product REST controller. Bon, ici, c'est la même que je vais utiliser. Le constructeur doit changer le nom. C'est fait. Ensuite, là, je vais retourner une collection de produits, products, find all. Cette fois-ci, donc, c'est une collection. Je vais vers catalogue repository.products. Alors, pour ici, get one. J'ai une catégorie, plutôt pour consulter un produit. Je vais utiliser donc ces catalogue repository.products find or default p point. La condition c'est product ID égale ID.
c'est la même chose. Alors pour enregistrer un produit, donc c'est product, là c'est product, ici product, products, save, product. Et je retourne product. Alors pour update, c'est pareil. Donc product, ici c'est l'objet, on va l'appeler P ou bien product. Ici c'est P.category ID. Catalogue repository.products update P. Et je retourne P. Pour la suppression, je récupère un produit P à partir de la collection products. Ici la condition c'est P égale P.product ID égale ID. Et là je vais supprimer l'objet P. Voilà. J'ai oublié quelque chose? Comment? P.product update. Alors update, oui. Alors c'est product P. Oui. C'est product ID. C'est bien ça? On va regarder. Save all. Alors aussi l'API, donc ici on va utiliser API/products. Avec Spring, vous êtes tranquille, souvent vous ne faites pas ça parce que Spring Data REST, n'est-ce pas? La généricité, ça règle le problème, mais c'est bien toujours de revenir à la base. C'est-à-dire que tous les frameworks ne vous offrent pas toujours quelque chose qui est équivalent à Spring Data REST. Mais c'est pas compliqué. Hein. Alors, save all. Je démarre. Voilà. Alors pour les catégories, ben, c'est parce qu'on a par défaut inséré deux catégories. Alors pour les produits, products, ici c'est vide. On va ajouter quelques produits avec un post. Donc products. Et on va voilà, mettre des informations. Alors chaque produit est défini par un name. Ordinateur par exemple, par un prix, price. Send. Alors le produit il est ajouté, si vous remarquez bien ce que vous avez ici. Alors je vais ajouter un deuxième produit, AA. Mais ici, donc, je n'ai pas spécifié à quelle catégorie, n'est-ce pas? Et logiquement, pour créer un produit, il faut spécifier la catégorie. Donc ici, on va ajouter, virgule, l'attribut catégorie ID égale 1. Le produit B appartient à la catégorie 2. Voilà. Alors si on consulte la liste des produits, alors j'ai les produits que j'ai ajoutés ici, donc je vois bien. Ici par exemple, ça c'est la catégorie 1, la catégorie 2. Mais remarquez bien, quand je consulte, c'est là où vous allez regarder un peu. Quand je consulte le produit, ben, il ne retourne pas la catégorie. Parce que je travaille en mode lazy. Alors supposons maintenant, je vais lui demander, quand il me consulte un produit, par exemple je veux consulter le produit 1, je voudrais qu'il me
me donne également la catégorie, c'est-à-dire la catégorie dans le produit. Alors, on va utiliser include, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, pour le faire, d'abord, pour éviter de saisir à chaque fois des données au démarrage, donc je reviens à la classe dbInit, vous vous rappelez? Dans dbInit, que j'ai créé dans service. Alors, j'ai ajouté des catégories. Je vais ajouter également des produits. Donc, catalogue db.products.add. Add new product. Alors, pour le produit, donc j'ai besoin de spécifier name. Le nom du produit, c'est par exemple ordinateur, virgule, le prix, price, égale n'importe quelle valeur, et je spécifie la catégorie. C'est quelle catégorie? C'est catégorie ID. Catégorie ID égale à quoi? Égale à 1. Je vais ajouter 3 produits, comme ça. 4. Catégorie ID. Imprimante. Catégorie ID égale à 2. Je vais d'abord démarrer pour voir ce que ces données-là sont bien insérées. Alors, j'ai la liste des produits. Pas de problème. Donc, j'ai produit 1, catégorie, etc. Alors maintenant, comme je disais, si vous voulez, quand vous lui dites, quand on consulte un produit, je voudrais intégrer la catégorie, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va vers notre API REST Product REST Controller. Et quand je consulte, par exemple, une catégorie, plutôt un produit, oui, oui. Alors ici, on n'a pas fait attention parce qu'on a encore quelque chose qui... non? Les noms des fichiers, c'est pas bon, c'est ça? Alors, j'ai inversé les noms des fichiers, donc normalement, ça c'est catégorie, rename. Catégorie. Je vais mettre 1. Ça c'est produit. Et celui-là, je vais enlever le 1. Voilà. Alors, je suis donc produit. Quand je consulte un produit, par exemple une liste de produits ici, alors ce que je vais faire, c'est ça, c'est de dire, voilà, catalogue repository.include. Alors, include. Alors, sauf que include, donc pour y accéder, il faut importer un autre namespace qui est alors include catalogue repository.
include une expression régulière. Alors c'est quoi l'expression? Donc c'est un produit, c'est une expression lambda. P point. Je vais inclure quoi? P point catégorie. Voilà. Point products. C'est un peu ça. Donc avant d'appeler la collection products, je vais d'abord lui demander d'inclure. Alors ici donc je vais juste importer ça et il ne veut pas l'importer, donc c'est pourquoi? Alors c'est quel namespace? Donc c'est include. C'est l'inverse, product.include. Oui, vous avez raison. C'est pour cela que ça ne marche pas. Oui. Ça me paraît quand même un peu bizarre parce que voilà, c'est using Microsoft Entity Framework Core tout simplement. Alors tout ça, donc vous voyez derrière tout ça il y a link, donc qui permet donc de faire facilement un peu c'est-à-dire link to Entity Framework qui permet de faciliter pour Entity Framework de faire ce mapping objet relationnel. Enfin, ce qui facilite à l'utilisateur d'exprimer ses requêtes. Comme j'ai fait ici include, après on peut utiliser where, on peut utiliser order by, on peut utiliser plein de méthodes qui permettent donc voilà, à travers link, donc on envoie des requêtes SQL vers la base de données via Entity Framework. Alors je vais faire la même chose ici dans produit, donc product .include catégorie. Donc c'est ici point. Alors product include catégorie. Tout à fait. Et je vais retourner un produit. Donc product /1. Alors, donc si peut-être il n'a pas bien compris la relation, il y a quelque chose qui cloche dans la relation. Alors je reviens vers le modèle. Alors, product. Voilà. Alors vous voyez donc l'erreur elle est là. Si vous n'avez pas fait attention parce que nous avons utilisé ici foreign key catégorie T. Ça veut dire que vous êtes en train de lui dire, en fait, à de la catégorie, il est lié à une clé étrangère qui s'appelle catégorie ID. Alors ici, c'est catégorie ID. Donc finalement, lui, il ne fait pas le lien entre catégorie et c'est-à-dire cette catégorie. D'ailleurs, on l'aurait carrément supprimé. Parce que si on ne l'aurait pas précisé, il va utiliser donc le nom de la clé primaire. Donc, c'est-à-dire la clé étrangère, c'est le nom de la clé primaire, ce qui devrait marcher. Donc voilà le problème qui est posé. Alors, save all. Et comme ça, on va terminer. Alors je consulte les produits. Regardez. Alors, ce que vous voyez, cette exception, cette exception, c'est qu'il vous dit il y a il a détecté un cycle qui n'est pas supporté. C'est-à-dire, vous voyez, donc quand il va retourner le produit, il inclut la catégorie. Mais dans la catégorie, il y a une collection de produits. Alors, pour éviter ce problème-là, on va lui dire, quand il va me retourner la catégorie, ici, cette collection, on va l'ignorer. On ne va pas la sérialiser en format JSON en utilisant la notation JSON ignore.
Enfin, JSON ignore du namespace text JSON serialization. Voilà, quelque chose de fait. Alors je consulte maintenant les produits et vous remarquez que, vous voyez, donc chaque produit que je consulte, il me donne les informations sur la catégorie. Mais quand je consulte les catégories, je n'ai pas les produits. Vous voyez, donc la collection products il n'est pas sérialisée, n'est-ce pas? Alors juste une dernière. Maintenant, vous voulez consulter. Maintenant, la question, comment consulter les produits d'une catégorie? Je connais la catégorie, vous voulez consulter les produits d'une catégorie, n'est-ce pas? Alors, ce que je vais faire, donc, c'est-à-dire dans l'API catégorie REST controller, j'ai ici donc une catégorie. Je vais ajouter une autre méthode. Quand j'envoie HTTP GET ID de la catégorie /products, ça veut dire que je voudrais consulter une collection de produits. Donc product alors regardez, qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors je voudrais consulter les produits d'une catégorie. Alors là, ça nous donne quoi ça? Ça nous donne la catégorie, n'est-ce pas? Si vous faites, ça c'est catégorie, égale à ça. Ok? Mais je vais lui demander, quand tu vas consulter la catégorie, tu include C, la catégorie C.products. Bah, tu m'inclus les catégories, les produits de cette catégorie. Alors, include, il faut l'importer. Alors, si vous faites ça maintenant, qu'est-ce que je vais retourner? Je vais retourner ces catégories .products. Donc, vous voyez, donc je suis en train de retourner les produits d'une catégorie. Alors, je peux faire ça, mais il y a d'autres possibilités avec Link de faire des requêtes complexes dont on va parler tout à l'heure. Alors, .NET Run. Donc ici, j'ai la liste des catégories. J'ai une catégorie 1, mais je voudrais les produits de cette catégorie. Donc je mets catégorie 1 / products. Alors je vois bien ici que j'ai que les produits de la catégorie 1. Je voudrais les produits de la catégorie 2. J'ai un seul. C'est bon? Voilà, donc ça c'est la première partie. Donc on a vu pratiquement, ça c'est... Si vous voulez maintenant créer la partie front-end de l'application avec Angular ou une application mobile, si c'est un microservice, c'est déjà fait. Donc ça c'est l'essentiel. C'est pour nous, c'est la partie la plus importante, c'est-à-dire comment mettre en place la partie back-end de l'application. Et si vous voulez créer une application web avec MVC côté serveur, ben, on en a parlé la dernière fois, donc tout à l'heure on va voir un exemple qu'on va essayer donc d'implémenter. Alors vous pouvez prendre la pause et tout à l'heure je vous laisserai le temps de digérer tout ça.
Donc je vais juste ajouter deux opérations. La première, c'est comment faire une recherche. Par exemple, je voudrais chercher les produits par mot-clé. Par exemple, j'ai products. Je voudrais faire quelque chose comme ça, point d'interrogation, mot-clé égale par exemple H. Ça veut dire je voudrais tous les produits dont le nom contient la lettre H, donc c'est une recherche. Alors pour ajouter donc ça dans l'API, on va faire la même chose ici. Donc on va créer une méthode HTTP GET et on va ajouter ici par exemple search. Alors search, il reçoit un paramètre qui est de type string, MC, keyword. Et après ici, donc, on va tout simplement faire ça. On a utilisé include. Maintenant, il y a, vous avez catalogue repository .product .include. Et après, vous pouvez ajouter .where. Toujours avec link, comme je disais, quand vous mettez where, c'est une condition. Et vous pouvez ajouter order by, vous pouvez ajouter un tas de choses. Donc, where, p. Donc, c'est des expressions lambda. p.name, par exemple, .contains, keyword. Alors, ça, c'est juste pour faire une recherche. Par exemple, plain text, c'est très utile pour les applications. Alors, on va la tester. Donc, save all. Voilà. On va démarrer. Alors ici donc products. Donc j'ai les produits, donc je voudrais que les produits /search point d'interrogation keyword KW égale par exemple HP. Donc ici donc je vois que les produits dans keyword égale HP. H égale à O. Voilà. Alors ça c'est vraiment de la recherche. C'est-à-dire avec des mots-clés. Quoi d'autre? La pagination. Alors, bien sûr, quand vous dites par exemple product, vous avez pratiquement tous les produits, ce qui n'est pas assez pratique, n'est-ce pas? Souvent, on a besoin de faire une pagination. Pour faire la pagination, vous pouvez toujours avec link. Par exemple, ici j'ai une collection de produits. CTRL-C. Je mets get par exemple et j'ajoute paginate par exemple, comme ça. Page. Alors la même chose pour faire la pagination, on a besoin de transmettre la page, le numéro de la page et size, le nombre d'éléments dans la page. Après, je suppose que la page commence par 1, donc je vais définir une variable que je vais appeler skip, égale c'est le numéro de la page, page moins 1, multiplié par size. Alors, en fait, pour moi, skip, c'est quoi? C'est à chaque fois que je fais une requête, je vais lui demander de sauter un certain nombre d'enregistrements, hein, c'est-à-dire de sélectionner le nombre d'enregistrements, c'est size, mais avec un skip. Donc, c'est-à-dire skip pour moi, c'est le nombre d'enregistrements qu'il devrait sauter au niveau de la page. Et pour cela, donc, si vous faites la requête, donc return catalog repository.product.include, et après vous ajoutez skip. Alors je l'appelle ici skip value si vous voulez, la variable. Je vais sauter skip value, le nombre d'enregistrements, et après take. Je vais prendre size.
C'est une manière un petit peu de faire de la pagination, c'est-à-dire je vais retourner une liste de produits, mais je vais pas retourner je vais retourner que le nombre size de produits, de products, à partir de la page page. Alors si vous voulez donner une valeur par défaut à la page, vous mettez page égale à 0 ici, et size égale par exemple à 1. C'est juste parce qu'on n'a pas beaucoup de produits. Save all. Ok. Alors si vous mettez maintenant slash product slash paginate, je crois. Alors vous voyez donc paginate, donc j'ai pas spécifié le numéro de page, il a spécifié par défaut c'est la valeur size. La valeur par défaut c'est 1. Alors maintenant si vous mettez point d'interrogation page égale à 0 ou bien 1 and size égale à 2, donc vous avez ici donc voilà, donc vous avez les deux premiers produits. Alors si vous mettez page égale à 2, vous avez le 3 et le 4. Page égale à 3, il n'y a rien. Etc. Alors après, a priori, donc, vous aurez besoin de retourner un objet qui contient également le nombre de pages, le nombre size, etc. Vous pouvez le faire. Donc toutes ces opérations-là, vous pouvez les déterminer à travers, bien sûr, des requêtes comme ça. Voilà. Donc on va s'arrêter à ce niveau-là. Donc ça, je vous ai montré juste comment mettre en place la partie back-end, si vous voulez, d'une application basée sur .NET Core, en se basant sur des API REST. Voilà comment gérer les associations, one-to-many, many-to-one, comment intégrer Link, comment faire ce mapping objet relationnel avec Entity Framework. Maintenant, la partie, comme je disais, pour la partie front-end, donc soit vous travaillez avec alors pour la partie front-end, donc soit que vous travaillez avec bien sûr un framework comme React ou bien Angular, donc vous travaillez de la même manière. Après, juste si vous travaillez bien sûr à une application front-end avec Angular par exemple, il faut penser au problème de course, n'est-ce pas? Cross origin. Donc si vous voulez, vous aurez le même problème avec .NET Core pour configurer tout se passe dans Startup. Startup. Donc ici, vous ajoutez les middleware qui permettent de... Donc tout ça, ce que vous voyez là, app.use, c'est quoi ça? Tout ça, c'est un pipeline de middleware. Et chaque middleware, il permet donc de traiter, d'ajouter bien sûr un traitement pour le pipeline de requêtes. Et principalement, alors vous pouvez utiliser app.course. Je ne me rappelle pas, vous pouvez le chercher. Donc juste vous mettez course .NET Core enable course origin. Donc startup service, voilà, configure. Donc c'est les services add course. Et après vous pouvez configurer les domaines. Vous pouvez utiliser également app use course. Voilà, add course. Vous le configurez, vous spécifiez les domaines et use course. Bref, donc ça c'est quand si vous créez la partie front-end avec Angular, donc vous aurez besoin donc de configurer, bien sûr, de savoir comment autoriser un autre domaine à envoyer des requêtes vers votre application ici côté backend.
Alors sinon, donc si vous voulez travailler avec MVC côté serveur, donc j'en ai parlé la dernière fois. Donc vous avez des exemples ici. Avec MVC, vous utilisez le moteur de template Razor. Et après, vous avez un certain nombre de possibilités qui permettent de vous donner la possibilité de créer une application web. Alors il y a des documents, il y a des démonstrations vidéo à ce niveau-là, dans cette partie. Donc ça vous montre en principe comment créer une application basée sur MVC côté serveur. Donc, vous avez des exemples que je vais vous envoyer par mail. Est-ce que vous avez des questions? Donc je vais m'arrêter à ce niveau-là parce que moi je s'imagine que vous êtes très stressé et à l'examen après-midi. Moi aussi je suis très fatigué aussi, donc vous devrez le constater. Mais je trouve quand même que déjà, c'est-à-dire avec cet exemple-là, ça vous donne une idée. Si vous êtes dans un projet où il y a des microservices il y a des microservices Spring, après il y a un microservice avec .NET, donc vous avez au moins la manière avec laquelle vous pouvez aborder ça. Ce qui serait intéressant, c'est d'aller encore d'ajouter un Dockerfile, de voir comment c'est-à-dire containeriser tout ça. Mais on voit bien que quelqu'un qui a travaillé par exemple comme vous avez déjà travaillé avec Spring, notamment Spring Boot, quand vous travaillez avec .NET Core, donc vous allez vous retrouver facilement. Vous n'avez pas besoin de passer 2 mois, 3 mois à apprendre ça. C'est presque, si vous regardez le code, les API REST, les annotations et tout ça, donc vous allez vous retrouver pratiquement dans le même modèle. Enfin, c'est le même modèle qui est utilisé. Alors c'est vrai qu'avec Spring, vous avez Spring Data REST qui permet de faciliter encore beaucoup plus le travail. Mais vous pouvez imaginer que par exemple dans .NET Core 3, il y aura peut-être dans le futur, en tout cas à ma connaissance, ça n'existe pas pour le moment, c'est-à-dire quelque chose qui est équivalent à Spring Data REST qui permet également de faire pareil. Donc, parce que de toute façon, on le connaît, la locomotive, c'est qui? C'est Spring, n'est-ce pas? Donc, si vous tenez bien la technologie Spring, Spring Cloud et tout ce que vous avez fait, en principe, avec les autres technologies, que ce soit bien .NET Core ou bien PHP ou bien Node.js, c'est quelque chose c'est-à-dire que vous allez maîtriser facilement. Vous pouvez, c'est-à-dire en cas de besoin, bien sûr. Est-ce que vous avez des questions?